mathématisme qui a toujours été lié aussi à une certaine forme de pensée mystique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une formule qui permette de comprendre l'ensemble des phénomènes. Maintenant, avec tous les risques que cela peut comporter et qui peuvent entraîner un glissement de la compréhension scientifique du mathématisme à une extrapolation qui donnera l'illusion d'une sorte de puissance magique des sciences mathématiques et physiques. D'ailleurs, Deleuze n'évite pas, peut-être sans le préciser, mais très curieusement, en glissant, on pourrait dire lui aussi, d'un côté qui n'est plus celui exactement de la pensée conceptuelle, mais qui est celui d'une construction de pensée, d'une construction intellectuelle et conceptuelle, qui n'appartient plus d'une façon traditionnelle à la démonstration, à la logique philosophique ou mathématique elle-même, puisque là, je lis le texte parce qu'on est très frappé de ce que ce texte nous fait apparaître, donc cette idée que la philosophie est orientée vers la philosophie telle qu'il l'entend, philosophie qui vient, qui se construit, est orientée vers un empirisme. Que cet empirisme n'est pas opposé à la pensée conceptuelle, donc c'est bien empirisme supérieur, qu'il peut d'une certaine façon être commandé par un mathématisme ou conduire à inclure un mathématisme tel que cela a pu se trouve dans la compréhension que la science donne des phénomènes naturels. Mais précisément, dit-il, il traite le concept comme l'objet d'une rencontre, comme un ici et maintenant, alors, ou plutôt comme un Erewhon. Il prend ici, alors c'est là que j'attire votre attention, parce que pour expliquer ce fonctionnement de l'empirisme, il va chercher un mot qui est le titre, qui se trouve expliqué. Je ne sais pas comment c'est comme ça. Non, le H ne se trouve pas là, il se trouve là. Qui est le titre d'un roman de Samuel Butler, qui est cité et utilisé en particulier dans l'Anti-Oedipe, mais auquel Deleuze fait à plusieurs reprises des allusions, qui est une utopie romanesque, une sorte de science-fiction. Erewhon, c'est un peu la reprise, le commentaire de ces mots. Un livre de philosophie peut être une espèce très particulière de roman ou de science-fiction. C'est ce qu'est Erewhon. Il est caractérisé par Samuel Butler comme étant une utopie et une sorte de science-fiction sur un voyage imaginaire qui permet, comme toutes les utopies d'ailleurs, à celui qui opère, de faire une critique acerbe et humoristique du monde contemporain, de ses mœurs, de ses institutions, de son organisation sociale, etc. Je renvoie à ceux qui ont lu le livre ou le conseil à ceux qui ne l'ont pas lu. Et
il en parle de cet héroïne, d'ailleurs également dans Qu'est-ce que la philosophie, dans le chapitre qui est, dans les pages tout au moins, qui sont consacrées plus précisément à cette relation entre philosophie, j'ai noté cela parce que je pensais à l'exposé dernier de Constantin Roudautou sur philosophie et histoire, c'est précisément autour de cette héroïne que se greffe la réflexion philosophique de Deleuze sur l'utopie, la mise en relation entre utopie et philosophie. Et alors, qui est découpé en deux mots, qui est le ir, qui est le ici, et le maintenant et le ici. Je le prononce très mal, ou pas du tout, l'anglais, donc c'est vous, ir, c'est ça. Il faut le déformer, il faut transporter. Il faut transformer le mot, prendre le H-E-R-E ou alors le W, comment ça s'écrit? Ou, c'est ça. C'est ici, on trouve dans la décomposition du mot les ici et les maintenant. C'est ça, ir, ça s'écrit H-E-R, c'est ça. Et vous, mais c'est ça, avec un W-H-O. Donc on tire de ce Erewhon le ici et maintenant. S'il est extrêmement étrange d'ailleurs que dans ce texte, Deleuze, très étrange au sens significatif d'ailleurs de son inspiration, utopique relative à la philosophie, bien que l'utopie ait été caractérisée dans Qu'est-ce que la philosophie comme un mauvais concept, ici au contraire on a l'impression qu'il utilise un terme précisément utopique ou fait pour désigner une utopie pour parler de ce que peut être le concept dans cette conception de l'empirisme supérieur. L'empirisme, c'est le mysticisme du concept et son mathématisme, mais précisément, il traite le concept comme l'objet d'une rencontre, comme un ici, maintenant. Ici, maintenant, c'est mis avec un trait d'union, comme un ici, maintenant, ou plutôt comme un Erewhon, d'où sortent inépuisables les ici, maintenant, toujours nouveaux, autrement distribués. Il n'y a qu'un empiriste qui puisse dire ce qui est, je pense, la pensée donc de Deleuze, cet empiriste qui puisse dire, puisqu'il dit qu'il n'y a que l'empiriste qui puisse dire, les concepts sont les choses mêmes, mais les choses à l'état libre et sauvage, au-delà des prédicats anthropologiques qu'il met entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi il met entre guillemets ce prédicat anthropologique qu'il a trouvé dans un texte peut-être prédicant anthropologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le problème posé, c'est comment peut-on, dans la philosophie, c'est le problème qui est le problème moderne, le problème qui est issu d'une réflexion sur Kant, puisque la réflexion sur Kant, c'est de dépasser cette relativité de notre connaissance qui est organisée autour de l'homme, du sujet en tant qu'homme, mais comment déborder cette limitation de l'homme, comment l'homme, en d'autres termes, peut-il affirmer j'atteins l'être, j'atteins la chose elle-même,
si précisément la chose elle-même est relative à la connaissance de l'homme. Il y a là un cercle vicieux qui a été en particulier dénoncé déjà, d'ailleurs par la dialectique, par Husserl, par Hegel dans sa phénoménologie et sa conception dialectique qui va nous transporter, qui va faire un saut transportant la réflexion de l'homme et sa limitation au concept, et par Husserl, dans la phénoménologie, va être également le dépassement de cette limitation dans l'homme par une réduction transcendantale qui transportera non pas dans un concept, mais dans un jeu transcendantal qui est constituant de l'expérience et qui permet d'affirmer une vérité, d'affirmer un en soi, d'affirmer que l'on a atteint les choses mêmes et non pas simplement les phénomènes. Le problème posé à partir de Kant étant précisément cette relativité d'une connaissance qui, faisant tout découler de la sensibilité et de l'entendement humain, fait que la philosophie est privée de son objectif, de son ambition fondamentale, c'est-à-dire d'atteindre l'être, d'atteindre l'en soi. Et Hegel s'était attaqué à ce problème précisément en créant la phénoménologie qui va changer la notion de phénomène qui chez Kant signifiait une sorte d'apparence qui nous interdit d'atteindre la chose en soi, en voyant dans le phénomène la manifestation de l'en soi. Et la phénoménologie husserlienne opère un mouvement à peu près semblable, mais non pas par l'accès au concept, qui est le concept hegelien traversant, se réalisant dans l'histoire, mais l'accès à une conscience, à une subjectivité pure, transcendantale, en même temps intersubjective, qui est une subjectivité constituante, qui permet au sujet de l'expérience d'être à la fois homme, mais en même temps hors de cette limitation humaine qui interdirait toute forme de connaissance et toute prétention à une affirmation quelconque qui ne serait pas prise dans un relativisme absolu. C'est là un peu le problème auquel Deleuze s'affronte également et qu'il résout par ce transport, ce transfert dans le domaine de la création de concepts qui vont être les choses mêmes et qui ne vont pas laisser, par conséquent, cette séparation dirimante, c'est-à-dire destructive, enfin, à la fois décisive et destructive, qui fait que la pensée philosophique serait condamnée à ne jamais connaître que les phénomènes et jamais les choses elles-mêmes. Chez Bergson également d'ailleurs, il y a une même critique de Kant qui, par l'intuition d'ailleurs, par la voie non pas du concept mais de l'intuition qui est par Bergson opposée à la pensée conceptuelle, permet de connaître ce qui est justement cet en soi que Kant déclarait inconnaissable. Relativement à cette intuition bergsonienne, je dirais entre parenthèses que là aussi Bergson est utilisé et est une référence de Deleuze, mais il conceptualise en quelque sorte l'intuition bergsonienne, dans cette différence fondamentale
que Bergson établit entre l'intuition et le concept qui fait qu'il récuse le concept au nom de l'intuition. Deleuze l'interprète d'une autre façon, c'est l'intuition elle-même qui devient une fonction créatrice de concepts. Mais en fait, là je ne discute pas là-dessus, je vous renvoie à ce qu'il écrit dans son livre sur le bergsonisme. Je vais terminer là cette première référence pour passer à une autre. Alors, je termine là. C'est, comme je vous l'ai dit, une sorte de jalon dans la compréhension de cette place que va tenir dans la philosophie deleuzienne ce concept nouveau, ce concept sauvage, qui est la vie qui non seulement est la vie individuelle et humaine, mais en même temps la vie universelle, qui est non seulement la vie organique, mais la vie inorganique de l'univers, par conséquent, quelque chose qui va être un concept nouveau, revêtant d'ailleurs aussi, acquérant aussi la possibilité de la création d'une multitude de concepts, et qui n'est pas équivalent à ces découpages que la philosophie classique ou même moderne a utilisé pour comprendre le monde dans son opposition entre les notions de l'objectivité et celles qui définissent la subjectivité. Il appartenait à la philosophie moderne. Je continue la lecture du texte parce que il n'aurait pas fallu que vous l'ayez présent. J'ai eu tort de ne pas photocopier en plusieurs exemplaires cette page, mais enfin je lis assez lentement pour que vous compreniez le mouvement. Il parle donc de Erewhon, d'où sortent inépuisables les ici et les maintenant. Ensuite, c'est cette phrase: il n'y a que l'empiriste qui puisse dire les concepts sont les choses mêmes, mais les choses à l'état libre et sauvages. Au fond, c'est ça, ces choses à l'état libre et sauvage, c'est ça, que ce sauvage, c'est quelque chose qui n'a pas été enfermé dans une signification, dans une perception relative uniquement à l'homme. Comment comprendre les choses, quand il y a la compréhension de la nature scientifique ou physique, par exemple, de choses qui peuvent être comprises, mais il y a également les choses dans un sens beaucoup plus large, qui ne sont pas simplement les choses de la connaissance scientifique de la nature, mais les choses à l'état libre et sauvage, au-delà des prédicats anthropologiques. Alors ces prédicats anthropologiques, c'est justement ce qui fait que nous ne connaîtrions jamais quelque chose au-delà de nous en tant qu'hommes, c'est-à-dire que notre connaissance serait complètement limitée à cet homme mesure de toute chose qui est le sujet selon la définition, la proposition de Protagoras, l'homme mesure de toute chose qui fait que par ailleurs toute chose renvoie à l'homme, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de connaissances autres que connaissances anthropologiques et prédicats anthropologiques, mais il y a un cercle, puisque justement, si toute connaissance renvoie à l'homme, on est coincé, on ne peut pas avoir de connaissance qui soit une connaissance au sens propre, nous faisant connaître des choses, puisque elle nous renvoie toujours à ces prédicats anthropologiques qui sont déterminés par l'homme qui perçoit. Au contraire, la pensée conceptuelle
telle qu'elle est ici définie, c'est ce qui va permettre de dépasser au-delà des prédicats anthropologiques. Je fais, refais et défais mes concepts à partir d'un horizon mouvant, d'un centre toujours décentré, d'une périphérie toujours déplacée, qui les répète et les différencie. On voit bien ici que le concept, donc, c'est bien ce contour, cette ligne qui enveloppe les choses, qui les contourne, qui les dessine, qui les délimite, mais toujours d'une façon variable, d'une façon qui n'est pas fixée une fois pour toutes dans des catégories de l'entendement. Par exemple, il appartient à la philosophie moderne de surmonter l'alternative. Alors, c'est là aussi une phrase très importante, parce qu'on voit que dans la construction classique des concepts, le concept établit des déterminations fixes, limitées, et ignore cette mouvance conceptuelle qui va permettre d'opérer les passages, les transitions, de nous mettre précisément dans ce qui est l'essentiel de la réflexion philosophique, de la pensée philosophique pour Deleuze, c'est-à-dire la compréhension des devenirs. Non seulement le devenir au sens général du terme, c'est-à-dire ce devenir qui est la mouvance générale de l'univers, tel qu'il a été défini posé tout au moins par Héraclite, Tantarei, tout coule, tout est en flux, ou plus proche d'ailleurs de ce mouvant dont parle Bergson, de la pensée, le mouvant. Le problème fondamental, ce n'est pas de fixer les choses, c'est d'entrer dans la mouvance des choses. Bon, on a pu le faire à un moment, d'entrer dans la mouvance des choses, et on l'a fait d'une certaine manière avec le calcul des fluides, des fluxions de Leibniz, de Newton, des mouvements de l'univers, mais d'une façon très limitée à la compréhension simplement de certains phénomènes de l'astronomie et de la physique. Mais la mouvance telle qu'elle est créatrice, telle qu'elle nous fait participer à la création, c'est-à-dire celle de la vie, ne peut pas être fixée par de tels procédés. Elle demande des concepts, la création de concepts nouveaux. Alors c'est ça ce qui permet de définir ce concept de vie comme étant le concept ultime, celui de la mouvance créatrice des devenirs. Si l'on comprenait la logique des devenirs, on comprend la vie, mais on ne peut la comprendre que d'une façon partielle, d'une façon momentanée, dans telle et telle circonstance, à propos de tel et tel problème. Il n'y a pas, on le sait, de philosophie qui puisse totaliser dans une dialectique comme l'avait cru Hegel, l'ensemble de l'histoire, l'ensemble du développement, du devenir historique, parce que c'est le fixer, c'est le trahir, c'est le limiter et le priver de sa diversité créatrice. C'est comme un petit peu comme on dirait qu'il y a une diversité biologique qui est irréductible et qui est plus fondamentale que la compréhension de lois générales dans le passage de la matière brute à la matière vivante. Donc c'est en même temps la diversité qui est l'objet même de cette compréhension.
il appartient à la philosophie moderne de supprimer l'alternative temporelle, intemporelle, historique, éternelle, particulier, universel. Et c'est, je pense, c'est ce que vise ici Deleuze, c'est-à-dire donner à la philosophie la tâche de ce dépassement et en même temps du dépassement de toutes les oppositions de cet ordre. Et c'est là où l'on se retrouve un petit peu avec les réflexions des séances précédentes, parce qu'il va se référer ici à Nietzsche, à la suite de Nietzsche. Nous découvrons l'intempestif, c'est-à-dire, c'est justement cette fameuse considération intempestive. Nous découvrons l'intempestif, comme plus profond que le temps et l'éternité. La philosophie n'est ni philosophie de l'histoire, ni philosophie de l'éternel, c'est-à-dire, mais intempestive, toujours et seulement intempestive, c'est-à-dire contre ce temps en faveur, je l'espère, du temps à venir, formule de Nietzsche, contre ce temps en faveur, je l'espère, du temps à venir, cette liaison d'ailleurs de la philosophie à l'histoire, c'est justement la liaison de la vie et de l'histoire, c'est l'introduction dans l'histoire, conçue comme science fermée, froide de l'accumulation des documents et des événements réduits à des archives documentaires, de ce mouvement interne qui est celui de la création. À la suite, alors c'est là où il mentionne explicitement Samuel Butler. À la suite de Samuel Butler, nous découvrons le Herboud comme signifiant à la fois le nulle part. Ah, c'est ça, parce qu'il y a une négation là-dedans dans le acte, parce que c'est le wound, ça donnerait également un nourrir, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, comme signifiant à la fois le nulle part originaire, le ici, maintenant, déplacé, dévisé, modifié, toujours recréé. Mais à la fois, j'ajouterai d'ailleurs, c'est que nous découvrons aussi la racine commune et en quelque sorte, comment dire, inébranlable de la philosophie et de l'utopie. Là, peut-être, on pourrait faire l'objection à Deleuze que sa référence à Butler le met en demeure, malgré tout, peut-être, de dire que l'utopie, tout au moins comprise en ce sens, a une parenté très profonde, ce qui est reconnu dans presque la philosophie. Mais immédiatement, le mouvement qui est reconnu est en même temps un mouvement de rejet, ce qui n'a pas grande importance d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de cet ordre qui sont au fondement même des choses. C'est même la méthode de Maurice Blanchot, par exemple, à la fois d'accepter, d'affirmer et de rejeter quelque chose. C'est un petit peu le mouvement de la philosophie, c'est cela. C'est-à-dire, on ne peut pas s'enfermer dans une acceptation pure et simple ou dans une notion pure et simple, dans une signification pure et simple, sans immédiatement voir ce qu'est l'objection, ce qu'est le contraire. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire qu'effectivement, la philosophie à la fois se relie à cette proposition utopique et en même temps la rejette, c'est-à-dire qu'elle n'entre pas comme telle, et il est vrai que
le roman de Samuel Butler est un roman, il ne dépasse pas la fiction, la science-fiction, tandis que la philosophie est autre chose. Elle peut s'inspirer de cela, mais elle n'y reste pas cloisonnée. Ni particularité empirique, ni universel abstrait. Cogito, là aussi on voit un peu la liaison des contraires, cogito, ou des opposés, cogito, c'est-à-dire je pense, pour un moi dissous. Le moi dissous, là c'était dans le courant du texte, et justement au moment où il traite de cette philosophie kantienne éclairée par les formules poétiques, il cite « Je est un autre » de Rimbaud. Donc c'est aussi une ouverture de la philosophie qui va du côté de l'inspiration littéraire, prendre chez un poète ce qui va l'inspirer et orienter la pensée. Nous croyons à un monde, j'ai terminé, nous croyons à un monde où les individuations, là aussi opposition, les individuations sont impersonnelles, donc opposition entre individuation et personnes qui sont associées et même identifiées dans le sujet ou dans le moi classique, et les singularités pré-individuelles. L'individu donc n'est même pas lui le premier, on pourrait dire il y a une sorte de gradation, personne, individu et singularité. L'individu lui-même n'est pas un concept, on a trois concepts là qui sont dissociés et qui sont réduits, pour employer l'expression phénoménologique, par la philosophie qui vient, la philosophie en cours. Elle se réduit dans les singularités. Il n'y a donc pas de personne, c'est une construction seconde. Il n'y a même pas d'individu aussi qui est une construction seconde, mais il y a des singularités. Si l'on veut atteindre ce domaine, il faut atteindre l'anonyme et le singulier. La splendeur du haut, indépendante, qui ne demande pas ici d'explication, parce que pour ceux qui ont lu Logique du sens, vous voyez que cette expression indépendante, cette formule, se trouve dans Logique du sens au moment où va être étudié le il, le neutre, avec ou sans référence précise au texte de Blanchot, où il avait introduit ces notions à propos du commencement de l'écriture. Alors c'est là où Deleuze a écrit cette phrase indépendante, splendeur du on, qu'il reprend ici, donc comme une formule qui, pour lui, était fondamentale dans la construction de sa philosophie. D'où l'aspect de science-fiction qui dérive nécessairement de ce Hervé. Ce que ce livre aurait dû rendre présent, c'est donc l'approche d'une cohérence qui n'est plus la nôtre, celle de l'homme, qui n'est pas plus, non c'est ça, c'est moi qui me trompe, c'est donc là ce que ce livre, c'est-à-dire le livre de Samuel Butler, Herboun, aurait dû rendre présent, c'est donc l'approche d'une cohérence qui n'est plus la nôtre, celle de l'homme, qui n'est pas plus la nôtre, celle de l'homme, que celle de Dieu ou du monde. Là, ça aussi, la phrase n'est pas très claire, il faut y réfléchir.
ce que ce livre aurait dû, donc il reproche à ce livre de n'avoir pas rendu présent suffisamment. Enfin, il lui est redevable, malgré tout, de cette réflexion et de ce mouvement. Alors, la splendeur, nous croyons à un monde des individualités, où les individuations sont impersonnelles et les singularités pré-individuelles. 2 points, la splendeur du haut. Donc, le monde de la philosophie, si le on c'est le neutre, le on c'est ce qui a été d'ailleurs mis à l'écart et considéré comme de second ordre et inauthentique par la philosophie de Heidegger, c'est-à-dire par l'existentialisme dans ses premiers aspects au XXe siècle, ainsi que par celui de Sartre. Bon, le on est second. Tandis que chez Deleuze, c'est là où il prend position relativement à ces philosophies qui, au lieu de suivre un mouvement de décentration, ont réorganisé leur réflexion, selon l'expression de logique du sens, resédentarisé sur quelque chose qui ressemble à un sujet. Ce sujet qui est soit le moi, le jeu du cogito cartésien d'ailleurs, chez Sartre, puisque c'est à peu près le même, ou bien le Dasein, cet être qui est aussi conçu comme être individuel, bien qu'ayant des catégories qui lui sont inhérentes et qui sont celles de la communauté, mais qui est malgré tout pris dans son individualité, alors que le on, appelé celui de la banalité quotidienne, est rejeté. Deleuze prend parti d'un autre côté, qui est celui de la mise en valeur, de l'affirmation, au contraire, de cet anonyme et de cet impersonnel. D'où l'aspect de science-fiction à partir de cet herbe qui dérive nécessairement de ce herbe, ce que ce livre aurait dû rendre présent. Ce n'est pas très clair d'ailleurs. Parce que quand il dit l'aspect de science-fiction, et on a peut-être l'impression aussi qu'il reproche donc à Erwin de n'être pas allé jusqu'au bout de ce que proposait son analyse. Ce que ce livre aurait dû rendre présent, c'est donc l'approche d'une cohérence qui n'est pas plus la nôtre, celle de l'homme, que celle du Dieu ou du monde. En ce sens, ça aurait dû être un livre apocalyptique, le 3e temps dans la série du temps. Je dois dire que la phrase est tellement condensée qu'il est peut-être difficile de saisir ce que cela veut dire. Dans le 3e temps, dans la série du temps, c'est ce que le livre, c'est-à-dire différence des répétitions, analysera dans la succession qu'il appelle celle des synthèses. C'est un synthèse du temps. On avait l'année dernière, ou l'année précédente, je ne sais pas quand, fait cette analyse précisément à partir des jalons que donnait Deleuze pour comprendre l'affirmation de cette reprise de ces affirmations en histoire, de ces répétitions en histoire, au bout de laquelle venait l'affirmation de l'éternel retour, tel que Nietzsche le comprend, c'est-à-dire l'affirmation du retour
non pas du même, mais de la différence. Donc, si l'on prend comme point fixe, et peut-être plus compréhensible, l'éternel retour de Nietzsche, on pourrait le relier à cette phrase. Ce que ce livre aurait dû rendre présent, c'est donc l'approche d'une cohérence qui n'est plus la nôtre, celle de l'homme, qui n'est pas plus la nôtre que celle de l'homme, que celle de Dieu ou du monde. C'est-à-dire que c'est une autre cohérence. Je comprends la phrase. Ça veut dire que Hervol est au bord de rendre compte de quelque chose qui va dépasser la cohérence de l'homme, c'est-à-dire la cohérence anthropologique, ou l'anthropomorphisme qui fait que l'homme va tout relier autour de lui. Donc avec ce décentrement, au contraire, on va avoir comme objet de la philosophie quelque chose d'autre. On va être placé dans un autre domaine. Et également une approche que celle de Dieu, donc la compréhension du monde à partir de Dieu, c'est la compréhension du monde telle qu'on la trouve dans la philosophie du XVIIe siècle, celle du XVIIIe, celle de Leibniz par exemple. Donc c'est une compréhension du monde qui a été dépassée, il faut lire la phrase à l'envers, donc qui a été dépassée par l'organisation anthropologique du monde. On pourrait dire qu'au début, la métaphysique ou celle du monde, ça c'est celle du cosmos. Donc, voyons à l'envers, lisons-le à l'envers, on peut dire ce que la philosophie doit apporter autour de ce décentrement et de cette création conceptuelle nouvelle, cette multiplicité conceptuelle qui est liée à quelque chose de nouveau et qui est anonyme, qui est impersonnel, qui est celle des singularités et des devenirs, c'est quelque chose qui dépasse les points de vue organisateurs qui étaient ceux. Alors, religion à l'envers, du monde, c'est l'organisation de la philosophie, de la compréhension du monde cosmos dans la philosophie présocratique. On comprend le monde à partir d'un cosmos, de l'organisation d'un chaos originel qui va se reformer soit en monde en mouvement, soit en monde fixe et en être absolu, donc les partisans de l'immobilité ou les partisans ou les partisans du devenir. Celle de Dieu, c'est l'organisation philosophique traditionnelle de la métaphysique telle qu'elle se trouve dans toute la métaphysique du XVIIe et du XVIIIe siècle, et qui se trouve déjà en puissance, bien que n'étant pas tout à fait exprimée de cette façon, dans la philosophie aristotélicienne, qui place également un Dieu au centre, non pas créateur, comme dans la métaphysique du XVIIe siècle, sans doute, mais qui, malgré tout, établit et le garant de l'ordre du monde. Ou celle de l'homme, ça c'est tout le XIXe siècle, avec les sciences humaines, et jusque y compris avec l'existentialisme sartrien. L'existentialisme est un humanisme, celui de Heidegger, non, mais là, ne compliquons pas les choses, parce que c'est une position différente, mais qui n'est pas non plus apparentée à celle de Deleuze. Donc, en lisant comme ça, la phrase est bien compréhensible. Il y a nécessité d'une compréhension différente de cette cohérence du monde, qu'il appellera
qui sera appelé par Félix Guattari et lui-même un plan de consistance aussi cohérent. C'est un petit peu cela, le plan comment, et la philosophie va établir le plan de consistance du monde, c'est-à-dire de l'univers, c'est-à-dire à partir des concepts ou des propositions conceptuelles qui permettront de délimiter les problèmes. Bon, voilà donc un point qui nous permet de faire d'être une référence d'organisation et qui nous permet de passer peut-être à cette mathèse que j'ai fait miroiter à vos yeux, mais dont je n'ai pas parlé. Or, il y a, on voit ici des éléments qui sont intéressants, qui sont plutôt des propositions, comment pourrait-on dire, riches en ouverture, riches en suggestions, mais qui ne sont pas, à proprement parler, déduites exactement les unes des autres, ni rigoureusement présentées comme un raisonnement démonstratif dans ce texte de Deleuze. Et donc, j'ai pris celui-là, on pourrait dire, mais c'est parce que c'est lui aussi un résumé, une sorte de programmation, certes, mais en même temps, on voit qu'il s'appuie sur sur un arrière-fond, sur d'autres types de réflexions, et il fait appel certainement à l'ensemble des livres que Deleuze a déjà publiés, puisqu'il y a une référence explicite à la logique du sens, il y a des références à l'empirisme à travers Hume, à travers Bergson, mais je pense qu'il y a également quelque chose qui peut-être se trouverait dans ce texte de présentation de la mathèse, parce que l'objet de la mathèse est précisément celui qui est défini ici, c'est-à-dire celui qui répond à ce problème du dépassement d'un certain nombre d'oppositions qui paraissent irréductibles dans la philosophie classique et qui vont être présentées, vont être transformées en problèmes par l'auteur de ce livre, Malfatti de Monteregio. Ben, vous avez noté ce nom de rocambolesque, c'est un nom là aussi de science-fiction ou de roman, mais c'est un nom réel, vraisemblablement, puisqu'il s'appelle Malfatti de Monteregio. Et il présente le problème, et dans le cadre de quelque chose qui va être aussi au centre, peut-être, de la philosophie moderne, et comme un problème qui n'appartient pas ni à la logique classique, ni à l'ontologie, ni à la science exactement, c'est celui de la médecine. Il est médecin lui-même, c'est en vue d'une façon très très large d'une thérapie et d'une possibilité de traiter médicalement l'homme que Malfatti de Monteregio a écrit son livre en visant une science qui sera une science de la vie, et non pas dans une perspective d'ailleurs anthropologique, on pourrait dire, mais alors à ce moment-là, il entre dans une perspective essentiellement anthropologique, mais dans une perspective plus large que l'anthropologie, dans laquelle la science
ou tout au moins l'art, ou plutôt l'art médical de la vie, se présente à son époque. C'est une médecine, il va proposer une médecine romantique. C'est l'expression de Deleuze d'ailleurs, je crois, dans sa préface. C'est une médecine romantique qu'il va proposer là où on avait affaire à des propositions qui étaient plus limitées dans le domaine de la diététique, comme par exemple celui dont traite Kant dans ses réflexions sur la diététique, qui se trouve dans le conflit des facultés. Je crois que pour comprendre la situation de cette thèse, il est bon aussi, je ne vais pas allonger, mais de se référer à ce texte de Kant, qui est la troisième partie, la troisième section du conflit des facultés, et qui s'intitule de la puissance qu'a l'âme d'être par sa résolution seule maîtresse de ses sentiments morbides. Vous pouvez répéter? Conflit et qui le premier paragraphe de conflit de la faculté de philosophie avec la faculté de médecine. Dans ce texte intéressant où Kant étudie précisément la position de la médecine par rapport aux autres sciences. La médecine n'est pas une science à proprement parler. Elle est subordonnée à un empirisme et elle ne peut être efficace qu'au moment où elle se subordonne à une philosophie qui, elle, est commandée par des a priori d'ordre pratique, par la connaissance de la destination humaine, par la domination pratique, c'est-à-dire morale, de la raison sur la partie physique, la partie empirique du corps humain. Cette possibilité de régir le domaine médical à partir d'une décision d'ordre pratique, d'une orientation quasiment morale de la personne humaine, est une des caractéristiques de l'analyse kantienne. C'est par une décision, c'est par une orientation de la personne qui traite en quelque sorte la gestion de son corps comme une obligation d'ordre quasiment moral, qu'on pourra comprendre l'intervention médicale et surtout l'intervention qui le préoccupe lui, pour lequel il écrit ce petit opuscule, la fin de ce petit opuscule, l'intervention d'une diététique, c'est-à-dire d'un mode de vie, d'une organisation de son existence pour offrir une orientation qui manque à cet ensemble d'études empiriques qui constituent le domaine médical. Il y a dans la mathèse le projet de suivre
sans le citer, d'ailleurs sans citer cette position kantienne, il y a implicitement le projet également d'écrire à la suite quelque chose qui soit aussi une orientation a priori, une orientation de la médecine en suivant des principes qui lui sont supérieurs, mais qui ne concernent pas simplement l'anthropologie. Chez Kant, la raison pratique est une raison qui, sans doute, commande la volonté humaine et commande donc l'unité de la personne humaine et la puissance de la personne morale sur la personne physique, mais qui sépare, qui le fait en séparant l'homme de la nature. C'était dans l'ancienne médecine, qui était une médecine des éléments, une médecine qui comme celle qui était pratiquée jusqu'au XVIe siècle, avec des principes qui étaient ceux de Paracelse ou ceux d'Agrippa de Nettenheim, qui reliait l'individu humain à l'ensemble du cosmos, à l'ensemble des éléments. Tout cela se trouve subordonné, au contraire, à une anthropologie qui fait de l'homme incarné, le maître de son destin, ou tout au moins celui qui est capable de l'orienter, comme le dit ce texte, à partir d'une résolution morale qui peut le rendre maître autant que possible de sa santé, de la même façon que de ses pensées. Bon, il y a quelque chose qui se trouve d'ailleurs déjà en rupture avec la diététique. Je veux dire qu'il y a quelque chose dans cette médecine du XVIe siècle avec laquelle se trouve en rupture déjà la conception cartésienne de la médecine et de la diététique. Chez Descartes, il y a des éléments également de diététique qui ne sont pas très éloignés des éléments que reprendra Kant avec cette idée que la philosophie, la décision, l'orientation des pensées dont nous sommes seuls maîtres est quelque chose qui a la possibilité d'avoir une action sur le corps. Dans l'orientation que prend ce médecin Malfatti de Montereggio dans l'anathèse, il y a quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'au contraire, et c'est ce que fait d'ailleurs tout le romantisme, toute la pensée romantique relativement à cette pensée dite classique, et cette pensée métaphysique, c'est de remettre l'homme en relation avec l'univers, de remettre le corps humain en relation avec ce qui l'entoure, de ne pas séparer l'anthropologique du cosmique, donc de faire entrer quelque chose comme des considérations cosmiques dans cette diététique purement anthropologique. Il le fera par le moyen justement d'un symbolisme auquel Deleuze a été très sensible, et sans doute s'il a accepté de faire cette préface, ou s'il a été intéressé par ce livre, je ne sais pas quelle a été en définitive la succession de ce événement. Je ne sais pas si on lui a demandé de faire cette préface ou si c'est lui qui a proposé le livre et a voulu en faire une préface. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est intéressant pour les préoccupations deleuziennes de cette époque, et précisément en relation avec la rupture qui est toujours marquée dès l'origine chez Deleuze, avec la rupture avec le dualisme cartésien, la rupture avec l'anthropo, les éléments
anthropologique, ou comme il dit dans le texte que vous avez lu, les catégories anthropologiques, et la possibilité d'insérer la réflexion philosophique avec quelque chose qui soit comparable à une philosophie de la nature, telle qu'elle est explicitement d'ailleurs professée par Malfatti,